tous, ça y est, je sais pas, j'ai pas mes lunettes, donc on est en live. Merci de nous avoir rejoints, il y en a qui viennent du raid, etc. Je vois que ça discute déjà beaucoup dans le chat. Par exemple, je suis sûre que vous connaissez ce nom, Anne Rice. Elle était la grande dame de la littérature gothique américaine. C'est Stefano Barbosa qui nous dit ça. Ça imagine déjà des adaptations, etc. Pour le bruit ambiant, vous inquiétez pas, ça fait la fête, la teuf, et c'est normal puisque le Festival d'Angoulême, c'est aussi la célébration de la culture, de la pop culture, et puis c'est plein de gens qui se connaissent et qui se retrouvent. Donc, vous en faites pas, ça fait partie du charme et du décor. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de créatures assez terrifiantes, mais aussi assez fascinantes. Ils sortent de leur cercueil pour sucer votre sang, je vais aller dans tous les clichés possibles, se transforment en chauve-souris, portent certainement 1 million de MST au passage, mais depuis Twilight, tout est pardonné, les vampires sont beaux, ils brillent, et puis en plus ils mangent des animaux, c'est terrible, je pense qu'on commence déjà à frémir. Bon, est-ce que le vampire peut être autre chose qu'une créature monstrueuse, un peu dégueulasse et libidineuse, pardon. On va s'interroger sur la partie vampirisme dans le manga et l'animé, et pour en parler, à ma gauche, Adrien Parti, auteur de l'ouvrage Vampirologie, la Bible. Tu retraces au fil des pages le phénomène à travers les arts qui se sont appropriés ces créatures, et en même temps, tu es parti, alors j'ai découvert ça, c'est fabuleux, en Transylvanie. Pendant qu'on était, nous, à se baver dessus encore à l'école, voire sur Encarta. Et toi, tu es allé vraiment au bout de ta passion pour ensuite créer vampirisme.com, un webzine consacré aux buveurs de sang. Oui. En fait, c'est même l'inverse, c'est que je tâtonnais pour créer quelque chose autour du sujet, et ce qui a été le déclencheur, c'est je me suis poussé aux fesses, je suis allé là-bas avec un ami, on a fait 4 semaines avec le sac à dos sur les épaules à arpenter les terres roumaines et de Transylvanie, et c'est ce qui m'a donné le déclic pour créer ce site, quoi. On va revenir sur ça parce qu'à mon avis, il y a de l'anecdote. Et à ma droite, Xavier Gilbert, comme on se retrouve. Oui. La dernière fois, c'était en pleine exposition d'Hiroaki Samura, il me semble. Non, c'était pour Ikegami l'année dernière. Oui, voilà, ma presque mémoire pareil. me fait défaut, mais tu étais commissaire d'exposition sur une expo. J'en ai visité 3, c'était forcément une des 3, j'ai choisi la mauvaise. Mais on avait parlé notamment des corps, de ce rapport justement de dessiner à la perfection, et on va y revenir dessus parce que on retrouve ça aussi dans le thème du vampire. Donc pour rappel, tu es journaliste, auteur, on te doit... alors, est-ce que ça se prononce bien, D-U-9 ? Alors c'est le site du 9 dont je suis vaguement rédacteur en chef. D'accord. Voilà, je participe aussi à la revue Atom, et je suis commissaire d'exposition à Mes heures perdues pour le Festival d'Angoulême. Donc cette année pour l'exposition Moto Hagio, au-delà des genres. Ikigami Oroichi l'année dernière, Mizuki auparavant. Manga Police en 2012. Oui, c'était mes débuts. C'était une incroyable exposition, d'ailleurs, félicitations. Pour ça, donc du coup, je le disais un peu sur le coup de la rigolade, je vois dans le chat, ça parle de Anne Rice et tout, je vous ai parlé de Twilight, ok ? Et le mythe des licans versus les vampires, alors... Pour le coup, Osamu Tezuka avait un peu mélangé les deux dans son shonen Vampire, avec des suceurs de sang qui se transforment en loup. Là, comme ça, si vous deviez penser peut-être à une œuvre, un manga, ou pas, une bande dessinée peut-être, qui emprunte justement dans le thème du vampirisme, ce serait lequel ? On commence par toi, Xavier. Le clan des Pots. Forcément, ayant travaillé sur Moto Hagio, c'est la figure du vampire. Alors, elle les appelle les Vampanella, donc en empruntant un mot qui n'existe pas en italien, en inventant un mot, mais en reprenant une forme d'imagerie. Alors, ça se passe dans l'Angleterre victorienne dans un premier temps, donc on est vraiment à côté de ce qui fait le moment où le mythe du vampire émerge. Mais en s'en écartant aussi, puisque il y a une certaine partie des marqueurs qu'on connaît aujourd'hui du vampire, le fait qu'il n'aime pas l'eau bénite, qu'il dorme dans un cercueil, qu'il brûle au soleil, etc., qui ne s'applique pas du tout. Donc c'est de toute façon une créature très plastique. Quand on regarde, je pense Adrien confirmera, quand on regarde les diverses incarnations, il n'y a pas un vampire, mais il y a plein d'interprétations du vampire. Et d'ailleurs, on va s'attacher à justement comment la culture japonaise a retranscrit ça. Adrien, toi, un titre peut-être que tu voudrais faire remonter ? Alors j'aurais fait remonter le clan des Pots, mais du coup je vais me rabattre sur un autre titre qui est très important pour moi et que j'aime vraiment beaucoup. C'est Vampire Princess Miyu de Narumi Kakinushi, en fait,
qui est un titre plus ancien, qui date des années, enfin plus récent plutôt, qui date des années 90, et qui narre l'histoire d'une princesse vampire qui est appelée en fait à ramener dans les limbes des démons qui sont une multitude de démons qui sont échappés. Et en même temps, elle est vampire, donc même si c'est pas sa vampirité n'est pas forcément centrale, c'est ce que disait d'ailleurs Xavier dans son article sur l'histoire des vampires dans le manga sur Atome, mais il y a quand même plusieurs scènes où il y a cette notion en fait de l'absorption de sang et le fait notamment qu'elle ne s'attaque qu'à des gens en fait qui ont la volonté de mourir en fait. Donc il y a aussi un espèce de rapport à l'acceptation en fait. C'est pas présenté comme comme un abus, comme un viol, comme ça peut très souvent l'être dans la fiction vampirique. Ouais. Il y a une espèce d'accord entre le vampire et sa victime en fait. Et c'est une œuvre que j'aime beaucoup aussi parce que la plupart des œuvres de manga en fait, qui utilisent la figure du vampire ont tendance beaucoup à adapter en fait, finalement les critères occidentaux. Je pense qu'on va y revenir en fait. Mais distillent peu en fait, d'éléments en fait, de leur propre culture à l'intérieur des histoires. Et Miyu, en fait, c'est un peu différent parce que justement, ce qui permet de faire le passage entre le monde des démons et notre monde, c'est les torii en fait. Donc il y a tout un lien avec le shintoïsme. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait que, et ça d'autres y ont pensé, mais elle le fait très bien aussi, dans l'un des premiers arcs, les vampires d'Occident s'opposent aux vampires d'Orient en fait. Et donc il y a toute cette image-là en fait. C'est une licence maintenant parce qu'il y a une première série, tout n'a pas été traduit en français, en plus ça a été arrêté au bout d'un moment. Il y a eu plein d'excroissances, de spin-off, des OAV, une série animée en fait. Donc c'est un bon exemple aussi du mix média à la japonaise et rien que pour ça en fait je trouve que c'est une série intéressante. Alors on parlait justement de son voyage en Transylvanie, cette volonté de partir avec un ami et sac à dos sur le dos pour aller explorer. Comment ça arrive finalement cette vague de vampirisme d'un point de vue culturel en Europe, puisque en tout cas en Occident, le berceau du vampirisme, on peut dire qu'il est européen. Il est est-européen en fait, même si des créatures vampiriques, des créatures proto-vampiriques, tu en retrouves dans tous les folklores, ouais. dans tous les mythes, jusqu'à l'Antiquité grecque en fait. Il y a des scènes d'absorption de sang, notamment dans l'Odyssée, avec Ulysse en fait, qui doit donner du sang à des fantômes pour qu'ils puissent lui répondre. Donc ça remonte très très loin. Après, le mythe, notamment, et le vocabulaire autour du mythe, notamment le mot vampire, se cristallise beaucoup au niveau de l'Europe de l'Est. Pas forcément la Roumanie, hein. C'est plutôt la Pologne en fait. La Hongrie. La Roumanie a ses propres. Alors la Roumanie, on fait lien avec les vampires à cause de Dracula, a son propre folklore vampirique. Il y a eu des livres sur le sujet, mais les cas en fait de vampires qui ont procédé à la création du mot vampire jusqu'en France ne sont pas roumains, c'est des cas polonais en fait. Des cas où dans les villages au XVIIIe siècle, il y a des épidémies et on accuse en fait quelqu'un qui est mort depuis quelque temps d'être à l'origine de cette épidémie, donc on l'exhume, on voit que le corps est conservé, donc on estime qu'il est devenu vampire. Certains témoignent avoir été harcelés par le mort depuis son décès et donc ils procèdent à ce qu'ils appellent la grande réparation, ils le décapitent, ils lui enfoncent un pieu en plein cœur et ils incendient en fait le corps, quoi. Donc le vampire tel qu'on le connaît en fait dans la fiction, le vampire aristocratique, Dracula oui. par essence, ça arrive plus tardivement parce que il y a tout ce passage folklorique en fait au XVIIe, XVIIIe qui finit par basculer dans la poésie romantique au milieu du XVIIIe siècle. Donc les poètes s'en emparent, ils trouvent les poètes romantiques en fait apprécient beaucoup tout ce qui est lié à l'esthétique du morbide en fait, de la ruine, et le vampire c'est une créature qui est parfaite pour ça. Donc ils commencent à s'en emparer et ça bascule progressivement vers la fiction via notamment le médecin de Lord Byron qui est John Polidori, qui a écrit le roman qui s'appelle Le Vampire en fait, qui est la première figure aristocratique de vampire. Et progressivement, du coup, ça y est, le vampire est devenu une créature de fiction, mais il ne se fixe en termes de caractéristiques vraiment qu'avec Dracula, en fait. Parce que les caractéristiques, jusqu'à Dracula, sont encore un peu mouvantes. Dans certaines œuvres, notamment dans le Polidori, il y a eu un rapport à la lune, notamment le fait que le vampire, en fait, la lune lui procure une énergie, permet de restaurer son énergie. Tout ça, ça finit par complètement disparaître avec Dracula, en fait. Avec Dracula, il y a quand même l'idée, par contre, que ce qu'on oublie beaucoup aujourd'hui dans la fiction, c'est que Dracula, il est en capacité de se déplacer à la lumière du jour, en fait. C'est juste qu'il n'a plus ses pouvoirs, mais c'est pas une créature qui est condamnée à la nuit. Après, d'un point de vue esthétique, notamment pour le théâtre, pour le cinéma,
c'est un ajout qui vient plutôt en fait d'autres médiums que la littérature. Même si pour le coup, ce que je montre dans mon livre, c'est qu'il y a beaucoup d'aller-retour entre les médias. Et ce qui se dit par exemple dans le cinéma finit par revenir en littérature et par imposer sa marque. Et on continue comme ça en fait. Pour Lord Byron, il y a un truc assez intéressant parce que c'est un truc amusant. C'est lié à. C'est vers 1816, si je me souviens bien. Il y a un volcan au milieu de l'océan qui explose, qui est le Krakatoa, et qui balance tout un tas de trucs dans l'atmosphère. Et ce qui se passe, c'est que ça va changer le climat l'année d'après. Et l'année d'après, on a ce qu'on appelle l'année sans été. Et cet été-là, il y a un groupe d'Anglais qui sont en vacances en Suisse. Et ils avaient prévu d'aller faire des balades en Bretagne. Et pas de chance, comme le temps est mauvais, ils restent chez eux. Et puis, ils restent dans le chalet qu'ils ont loué, en gros. Et puis, ils s'ennuient un petit peu. Ils se disent, tiens, on va faire un petit jeu, on va écrire des histoires. Et je trouve que c'est Lord Byron. John Polidori est là aussi. Il y a Shelley. Et il y a sa femme qui s'appelle Mary Wollstonecraft. Et ils se disent, on va se raconter des histoires, on va faire un concours d'histoires qui font peur. Et c'est à ce moment-là que Mary Wollstonecraft Shelley écrit Frankenstein, le Prométhée moderne. Ouais. Et Lord Byron écrit une courte histoire qui s'appelle Fragment, qui est la proto-histoire du vampire, dans lequel le mot vampire n'est pas donné, mais il y a l'idée d'une personne qui vit longtemps avec des choses comme ça. Et c'est là-dessus que Polidori, avec l'autorisation de Byron, va construire son histoire. Et ensuite, ça va polliniser, puisqu'il y a notamment Varney the Vampire, qui est une sorte de grande saga qui existe dans ce qu'on appelle les Penny Dreadful, donc ces magazines vendus pas cher à sensation qui existent dans l'Angleterre victorienne et qui vont aussi commencer à construire cette mythologie qui culmine avec Dracula qui paraît en 1893, si je ne me trompe pas. 1897. Donc c'est vraiment, on est à la fin de l'ère victorienne, donc il y a tout un moment où ça infuse, ça diffuse, pour arriver à cette forme un petit peu canonique qui va poser les choses par son succès. Elle devait être incroyable cette soirée. Venez, on raconte des histoires qui font peur. Ça fait que des chefs-d'œuvre derrière. Bon, après, on n'a pas tous les mêmes soirées. En tout cas, on est d'accord pour dire qu'en Occident, on est largement irrigué en termes de production artistique, d'œuvres littéraires, de tout ce qu'il faut autour du vampire, de ce mythe, comment finalement plein de pays en Occident ont leur propre vampire. C'est aussi le cas au Japon, mais pas sous la forme que l'on connaît forcément, en tout cas qui nous est la plus familière. Là, on citait Dracula, on citait, je voyais dans le chat, ça parlait beaucoup de Anne Rice, et on y reviendra justement pour parler de son entretien avec un vampire, etc. Mais je suis allée chercher du côté du Japon, et il y a un terrain existant. Alors, est-ce que vous connaissez une créature, un yokai, qui se rapprocherait peut-être du vampire? Moi, dans l'article de vampirologie où je me suis intéressé justement à la figure du vampire, j'ai trouvé plusieurs caractéristiques vampiriques chez différents yokai. Alors, il y en a un que cite Xavier dans son article, en fait, qui est l'arbre de sang, en fait, qui est a priori une création de Mizuki, en fait, et qui n'est pas du tout un yokai au sens strict du terme. Le kappa, a priori, dans certaines histoires, a des velléités en fait, d'absorber le sang de ses victimes par l'anus, ce qui est une petite spécificité originale. Le kappa, quoi, dans sa grande splendeur. Les kitsune ont aussi, dans certains cas, aussi des velléités de boire du sang. Il y a des thématiques, et puis il y a des créatures que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans d'autres folklores asiatiques, qui sont le Nukekubi et le Rokurobi, en fait. Donc ces créatures qui peuvent soit étendre leur tête, soit la détacher et la tête vole. Les illustrations d'ailleurs, les estampes qu'on peut trouver avec ces créatures, une tête au bout d'un long serpent. Qui rappelle un peu les striges ou toutes ces créatures de l'Antiquité grecque, qui ont des caractéristiques vampiriques, mais rien de vraiment commun avec ce qu'on a nous, quoi. Effectivement. Et sur lequel il faut rajouter un élément qui est un élément important, qui est que tout ce folklore japonais des yokai, en gros, il est quasiment oublié entre deux guerres. En fait, ce qui se passe, c'est que le Japon est isolé du monde durant l'ère Edo, donc le Sakoku, qui est le pays enchaîné, et est ouvert par l'arrivée des bateaux noirs de l'amiral Perry en 1848. Et il y a l'ère Meiji qui commence en 1868 avec un gros afflux d'étrangers. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les Japonais qui se sont rendus compte qu'ils étaient un petit peu à la ramasse au niveau du développement vont se moderniser à toute vitesse. Et ils sont
très très inquiets du regard que les autres, que les étrangers qui sont maintenant présents portent sur eux. Ils veulent prendre leur place sur l'échiquier international, ils veulent s'installer comme étant une puissance, et donc ils se posent beaucoup de questions sur le regard, et notamment c'est à ce moment-là que passent les lois contre la nudité en public. Quand vous travaillez dans une rizière, vous êtes les pieds dans l'eau, vous êtes en train de travailler, il fait une chaleur à crever, généralement vous êtes nus. Et donc les paysans qui travaillent dans la rizière généralement étaient nus, sauf qu'à partir du moment où il y a des Occidentaux, les Occidentaux vont voir des gens nus qui travaillent dans la rizière, ils vont penser qu'on est des barbares, on fait une loi, on interdit. Et ce genre de choses, il va y avoir plein d'autres éléments. Donc, quand il s'agit de moderniser le pays à grande vitesse, on regarde quelles sont les valeurs qu'on a. Alors, on a le culte des ancêtres, puisqu'on est dans des religions animistes. Le culte des ancêtres, c'est top. C'est patriotisme, il faut faire preuve. Donc, pour construire le pays et aller vers l'avant, culte des ancêtres à fond. Par contre, les yokai, l'idée qu'il y a une créature rigolote qui se cache derrière un buisson, c'est pas top. Donc, on va vraiment. Il y a une vraie volonté de la société de mettre ça sous le côté. Et d'ailleurs, Mizuki explique qu'il y a juste Nonomba, donc il y a ce bouquin qui est un bouquin fabuleux. Nonomba, c'est cette vieille dame qui est sa nourrice alors qu'il a 4-5 ans, qui va lui raconter toutes ces histoires, et c'est elle qui est beaucoup plus âgée. Donc Mizuki est né en 1936 de mémoire, donc on doit être peut-être même encore avant, 26. Et donc on est à un moment où voilà, elle est porteuse des dernières de ce souvenir-là, et elle va lui transmettre, et c'est lui qui va réactiver tout ça. Quand Mizuki commence à faire des yokai, et effectivement il va y avoir une forme de liberté dans laquelle il est créé, en gros plus personne sait ce qu'est un yokai. Ouais. Donc lui il va sortir, et d'ailleurs au début il invoque des créatures qui viennent d'autres panthéons, cinéma, puisqu'il se passe pas mal sur les comics, hein. Donc il y a des momies, il y a des vampires et des loups-garous qui sont directement tirés des films de la Hammer, mais son travail et sa création, c'est l'exhumation, le fait de ressusciter un folklore que personne n'avait plus en tête. Donc il faut se dire que même si effectivement ces créatures existaient à un moment, au moment où la figure du vampire commence à s'exporter via les cinémas notamment, au Japon c'est quelque chose qu'on est en train de taire et qui est enterré, qui n'a plus d'actualité, et qui ne reviendra au premier plan qu'après, grâce au travail de Mizuki. C'est fou parce que sans ce travail de transmission, on n'en aurait pas su sur les créatures que tu as évoquées, mais aussi sur Nureona. Alors, juste avant d'aller sur ça, il y a quand même Stéphano qui participe beaucoup dans le chat. Merci à lui. Et il évoquait le fait que, on y reviendra parce que là on parle du terreau et du terrain existant au Japon, mais on a évoqué aussi ce qu'il y avait en Occident. Certains Roumains détestent que les gens associent Vlad III, Dracula, aux vampires. Alors là, il y a énormément d'infos, écoute, je te les donne. Strigoi din Romagna, j'ai l'impression que c'était un hit. C'est apparemment le nom vampire dérivé du serbe ou pierre. Voilà, je te donne toutes les infos. Franchement, Draculesti, Dracul, qui signifie dragon ou diable, je m'étais jamais posé ces questions parce que je n'y connaissais rien. Ça, c'est des choses aussi que l'on retrouve dans de manière assez globale en Europe. Ces racines radicales, Draculesti, dragon, diable. En fait, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu dis Dracula, en fait, et que tu t'intéresses d'ailleurs à l'idée que Bram Stoker ait pu s'inspirer d'un personnage historique, il n'en reste pas grand-chose en fait dans le roman. Il y a quelques petites allusions par-ci par-là, mais il ne va pas dérouler tout le truc. Et si finalement, c'est plutôt les universitaires et les chercheurs, dans les années 70 notamment, deux américano-roumains qui sont Raymond McNally et Radu Florescu, qui vont sortir un bouquin qui s'appelle « À la recherche de Dracula ». Et eux, en fait, ils vont tirer le truc, et c'est eux qui vont avoir tendance de dire Vlad III, l'Empaleur, est Dracula, quoi. Sauf que ça vaut depuis des débats sans fin, parce qu'il y a énormément de chercheurs qui sont contre, qui estiment que c'est une licence poétique, quasiment, en fait. Il a pris un truc, mais qu'il n'a pas eu volonté, forcément, de faire référence à ce personnage-là. Et d'ailleurs, dans le bouquin, je crois qu'à un moment, c'est marqué que Dracula est de la lignée des Dracul, mais ils disent pas que c'est le Dracula tel qu'on le connaît. Et c'est marrant, d'ailleurs, c'est que ce personnage de Dracula, le Dracula historique, on le retrouve aussi dans le manga, en fait, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un très bon manga qui est sorti chez Soleil, qui est Vlad Draculae, justement, qui adapte de manière hyper fidèle l'histoire du personnage historique. Donc c'est le Dracula historique, mais sans fioriture surnaturelle. Et globalement, pour ce qu'on connaît de l'histoire du personnage, parce qu'il y a quand même au moins un chercheur français
qui a travaillé dessus, qui est Matei Kazaku, en fait, qui a fait un gros pavé, en fait, qui retrace toute l'histoire du personnage, qui était notamment connu pour tous ses tactiques militaires. La terre brûlée, genre le mec qui laisse derrière lui, en fait, il luttait contre l'envahisseur turc. Donc, à fur et à mesure que les Turcs avancent dans son pays, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il empoisonne les puits, il brûle tout, en fait, et il leur laisse que rien, en fait, ce qui finit qu'au bout d'un moment, cette guerre psychologique finit à plusieurs moments par faire reculer l'envahisseur. Donc ce personnage, il est très intéressant et j'étais surpris de voir arriver une œuvre vraiment purement historique, avec la peur que ça ait tous les défauts d'une œuvre purement historique, à savoir que ça soit chiant, parce que globalement, raconter l'histoire de la manière la plus véridique possible, c'est pas toujours super en termes narratifs, c'est pas toujours ça. Et pourtant, je trouve que l'auteur arrive à faire un truc assez passionnant en fait, quoi. Chez Soleil Manga, tu dis bien. Très bien. Revenons du coup sur le terrain des yokai, puisqu'on évoquait du coup l'œuvre fondamentale de Mizuki qui a fait finalement cette transmission. Grâce à lui, eh bien, ce savoir n'est pas perdu. Et parmi ces créatures, il y a le Nure-onna, l'un des nombreux yokai ou créatures surnaturelles du Japon. C'est une mascotte, sachez-le. Je ne suis pas sûre qu'elle représente une préfecture, mais en tout cas, c'est traduit par la femme trempée, mouillée, une description due à ses cheveux qui pendent, un vampire diabolique, un serpent de taille humaine avec une tête de femme, c'est terrifiant. On les trouve près des grandes étendues d'eau. Alors dans les jeux vidéo, il y en a. Hein. Vous prenez les Final Fantasy, tous les films, les jeux JRPG. Il y a toujours une réinterprétation de cette femme serpent, c'est terrifiant. Et du coup, les différentes provinces du Japon varient en ce qui concerne leur description. Donc, elle sera pas toujours la même physiquement, mais bon, elle vous tuera dans tous les cas de manière absolument impitoyable, ou elle sera juste un instrument de meurtre, mais il n'y a pas de happy end en fait. C'est clairement le personnage qu'on retrouve en Sadako dans Ring en fait, un personnage avec les cheveux longs, humide en fait, qui vit dans un puits en fait, et là, quand tu regardes un Ring, tu sais que ça va jamais bien se finir en fait. Hein. J'y avais jamais pensé. Horrible. Je crois que c'est toi qui avais fait le parallèle dans ton article d'ailleurs. Je sais plus, mais effectivement ça peut se retrouver. Après le lien de la mort avec des espaces liquides, c'est quelque chose qui revient aussi. Oui. Le kappa est un bon exemple. Voilà, la question, l'idée du kappa, c'est qu'il t'attrape par les pieds, il va te noyer. Donc il y a toute cette histoire-là aussi qui est. Faut bien voir que tous ces contes, souvent, sont des contes qui visent à prévenir les enfants. Le petit chaperon rouge, c'est juste n'écoute pas les étrangers que tu rencontres dans la. Balade pas seul. Podane, c'est fait attention à ton beau-père si jamais il t'approche un peu trop. Non, mais très clairement, hein, tous les trucs sont des histoires qui sont terrifiantes parce qu'il faut dire aux enfants attention, ça c'est dangereux. Donc les kappas, ne va pas te baigner dans un endroit où tu vois pas l'eau parce que sinon on va te faire avoir. La Nure-onna, c'est exactement le même genre de choses. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et comme au Japon, il y a des rivières un peu partout, c'est quand même une île et il y a voilà. Il y a dû avoir un historique de noyade. Chacun a son truc et chacun a sa Nure-onna du coin qui est un petit peu effrayante ou bien sa créature un petit peu inquiétante. Donc c'est aussi comme ça que naissent et se développent les folklores. Alors, je suis assez curieuse de l'explication et l'interprétation, ou en tout cas le message qu'on délivre aux enfants sur toutes ces femmes qui hantent les toilettes japonaises avec leurs cheveux qui pendent. Quel est finalement le message aux enfants? On ne va pas aux toilettes tout seul. Sois pas autonome en fait. Je sais pas. Mais regarde à la lunette avant de. Ouais, voilà, peut-être qu'il y a de ça. En tout cas, bon, elle est assez terrifiante, hein, cette femme trempée, mais effectivement, je comprends pourquoi peut-être Sadako m'a traumatisée. Il y a aussi les mythes de Shimane qui décrivent le Nure-onna comme le signe avant-coureur d'un monstre à tête de cochon, encore plus mortel, comme si ce n'était pas assez effrayant. En gros, le Nure-onna remettait une sorte de paquet qui ressemblait à un enfant emmailloté. Et par la suite, le paquet se transformait en rocher pour piéger la victime. Et un monstre à tête de cochon arrive pour manger la victime qui, du coup, ne peut plus bouger. C'est terrifiant comme histoire. C'est extrêmement élaboré. Hein. Il y a de l'imagination au travail. Hein. Ouais. Tu sais, je crois qu'il y a une araignée qui fait ça. Pour manger son compagnon, bon, tant qu'on est dans la terreur, le compagnon a fini par comprendre que lorsqu'il s'accouplait, elle finissait par le bouffer. Donc du coup, il lui amène une petite offrande. Elle mange l'offrande et du coup, il en profite. Après, elle a vite compris
que l'offrande était là pour ça, donc elle la mettait de côté. Et maintenant, il la porte emmaillotée dans 1 million de trucs hyper tissés, ce qui fait qu'elle met du temps. Enfin, la nature est fantastique. Mais voilà, bon, c'est absolument terrifiant. C'est un pas de côté d'un point de vue culturel. Alors, dans une autre version, comme on le disait, il y a plein d'interprétations et plein de versions selon les lieux. Le Nureona exécute le même plan, hyper élaboré, mais elle agit, il ou elle agit toute seule. Et la personne qui reçoit le paquet, mais qui le fait de manière bienveillante et aimable, est épargnée. Il y a quand même un petit happy end, mais quiconque tenterait de jeter le paquet se ferait croquer. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le Nureona, pourquoi c'est une des créatures que l'on ramène le plus au thème du vampire, c'est parce qu'ensuite elle va drainer très très lentement, de manière hyper cruelle, le sang de la victime, avec sa langue de serpent. Terrifiant tout ça. Pourquoi une tête de femme en plus pourquoi c'est les femmes là qui viennent je sais pas, c'est étonnant horrible. parce qu'au niveau des... Alors si on prend les vampires occidentaux, au début ce sont des hommes. Alors il y a une exception. Camilla de Sheridan Le Fanu qui est connue pour être la première mais au départ, on est beaucoup... Et c'est ça qui en fait son attrait aussi dans une société victorienne, parce que le vampire, il y a cette idée de morsure, qui est une pénétration... Oui, c'est la métaphore, métaphore de la sexualité. Ouais. Il faut savoir qu'on est dans une société qui est très corsetée et dans laquelle l'homosexualité est passible de mort. Il y a d'ailleurs un cas connu dans les années 1860 de 2 travestis qui sont, dont le procès fait la une des journaux, qui vont finir par être acquittés parce qu'on n'a pas réussi à prouver qu'il y avait pénétration. Mais en fait, c'était classé au même titre que la zoophilie, comme des choses qui étaient passibles de mort et qui l'ont été jusqu'au milieu du XXe siècle, puisque Alan Turing, le grand mathématicien, s'est suicidé parce qu'il était condamné à castration chimique. Ça a valu aussi à la même époque que tu cites des problèmes à Oscar Wilde, notamment en fait, qui a fui plusieurs fois en Europe. Parce qu'en fait, il était suspecté d'homosexualité. En fait. Il s'est même retrouvé pendant 2 ans aux travaux forcés. Oui. Il en est revenu malade et c'est ça qui a amené son... Donc il y avait effectivement tous ces problèmes-là. Et le vampire avait ce côté fascinant. Alors voilà, c'est pour ça aussi souvent qu'on en fait une créature de la nuit, parce que c'est le moment où se passent les choses qui ne se disent pas, c'est une question de marge. Donc on a aussi tout cet imaginaire, très, tu parlais de Twilight, mais dès le début, le vampire est une créature qui va devenir rapidement une créature séduisante. Alors, moi, Varney, c'est pas le cas pour Varney the Vampire, qui est plutôt très moche, au contraire. Mais dès qu'on a Dracula, dans Dracula, il a un harem de femmes, il y a ce côté... Il séduit aussi un peu le héros. Ouais. Enfin, oui, la première partie de Dracula, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu une relecture homo-érotique presque avec la série de Mark Gatiss et Moffat, en fait, le Dracula de la BBC, où il y a une espèce de relation presque homo-érotique entre les 2 personnages. Et c'est pas un truc qui était très mis en avant jusque-là, alors que... Oui, mais c'est présent. Au début, on sent, il est là, il arrive, il dit, je suis fasciné, il doit le dire à certains moments, je suis sous son charme, mon hôte est incroyable, et puis brusquement, il y a un truc qui passe, il se rend compte qu'il y a les femmes qui sont là, il y a un truc qui ne va pas, et il prend la fuite. Mais vraiment, les premières lettres, puisque c'est un il est séduit. Il est complètement séduit. Il est séduit. Alors c'est pour refaire le parallèle, parce qu'on en a parlé, Anne Rice régulièrement citée notamment dans le chat, elle s'était éloignée justement de sa propre éducation américano-catholique, ou était aussi d'origine irlandaise, justement parce que cette chasse qu'avait la chrétienté envers l'homosexualité n'était pas possible pour elle, et ça a aussi notamment irrigué son travail par la suite. Donc c'est intéressant. Toute son œuvre en fait est impulsée. Il y a une impulsion dans son œuvre, son œuvre évolue au fur et à mesure de son évolution par rapport à sa foi en fait quoi. Elle est très croyante pendant une bonne partie de sa vie. Elle finit même par renier ce qu'elle a écrit parce qu'elle estime que c'est plus en phase avec ses aspirations catholiques. Sauf que son fils, en fait, mais elle dit elle-même que c'est pas forcément le truc déclencheur, mais son fils est ouvertement gay, en fait. Donc elle se dit qu'elle ne peut pas croire dans une religion d'un point de vue, d'un point de vue structure religieuse, en fait. Elle préfère avoir sa foi pour elle et de s'affranchir en fait de la papauté en fait qui selon elle ne va pas dans le sens. Donc toute son œuvre est liée à ça. Il y a des passages qui sont presque christiques, notamment je pense dans Même Note le démon, le tome 5,
où Lestat assiste à la crucifixion en fait, donc elle va quand même très très loin dans son truc quoi. On va parler justement de cette fameuse ouverture du Japon à la culture occidentale. Il existe quelques exemples assez rares de médias qui ont utilisé les vampires au Japon avant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment dans les années 50 qu'il y a un déclic, puisque le roman Dracula est traduit en japonais à ce moment-là. Il y a des films avec, alors là, la régie, des assets, j'en ai mis dans tous les sens. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide sur les assets, quand les balancer ou quoi. Là, par exemple, il y a donc le roman Dracula qui a été traduit en japonais. Et puis, par la suite, il va y avoir des films comme l'adaptation de Dracula de 1933. L'adaptation non autorisée de 1922, qui est Nosferatu, qui seront également publiés. Et puis, ça va continuer à arriver dans la culture japonaise. Des films tels que Vampire Moth, en 1956, là je t'ai mis, alors c'est une vieille affiche, n'hésite pas. La régie qui se regarde en mode, c'est laquelle? Il y a la trilogie de Matsumoto, en fait, pour la Toei aussi, qui est, pour la Toho, qui est relativement intéressante. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant justement à l'histoire justement du vampire dans la culture japonaise, c'est de me poser la question aussi du mot et du vocable, en fait. Parce qu'en fait, au début, ils n'ont pas de mots pour décrire ce type de personnage. Et on le voit dans les premiers textes, notamment le premier texte de vampire qui est traduit au Japon, de ce que j'ai retrouvé, moi, c'est un texte français, en fait. C'est La morte amoureuse de Théophile Gautier, qui est traduite sous le titre Clarimonde. En fait, ils ont utilisé le nom du personnage, parce que la morte amoureuse, il n'y a pas... C'est pas compatible. Non. Et le premier mot, en fait, qui arrive, c'est le mot Kyuketsuki, en fait, qui est utilisé par Edogawa Rampo dans un article, déjà, où il parle justement des créatures folkloriques dont j'ai parlé. Donc, lui... a priori, est un des premiers, ou sinon le premier à avoir utilisé ce mot Kyuketsuki, qui est du coup utilisé après, comme dans Vampire Princess Miyu, en fait, le mot qui est utilisé, c'est Kyuketsuki, même s'il y a aussi beaucoup d'œuvres d'animes qui utilisent le terme vampire, en fait, qui est une espèce de variation autour du vampire d'anglicisme, en fait. Mais le mot Kyuketsuki, c'est le premier qui arrive, donc avec Rampo qui fait un article, puis qui fait un polar, en fait, qui s'appelle Vampire, qui est très intéressant d'ailleurs, parce que à la même époque, en Europe, quand tu lis un roman ou une nouvelle, l'auteur n'a pas besoin d'expliciter ce que c'est qu'un vampire, parce que les lecteurs le savent en fait. Oui. Rampo, à un moment, son enquêteur, donc c'est son enquêteur, j'ai oublié le nom, c'est voilà, fait un aparté et explique textuellement qu'est-ce que c'est qu'un vampire. Il y a 2-3 pages où il explicite toute l'histoire des vampires, en parlant on parle justement des cas en Europe de l'Est et ainsi de suite. Ils sont obligés d'expliciter, je pense, parce que le lecteur ne sait pas ce que c'est en fait quoi. Oui, il n'y a pas cet très acquis culturel effectivement. Il y a eu la même chose en Corée. Largement pareil, irrigué, on le retrouve sur plein d'autres continents, dans plein d'autres cultures, mais c'est vrai qu'en Corée, la question du zombie s'est largement posée. Quelles sont ces personnes qui reviennent à la vie, mais elles ne reviennent pas à la vie en fait, c'est parfois des maladies qui réarticulent les corps. Il y a un travail de pédagogie, mais juste pour revenir sur Kyuketsuki, c'est aussi le nom du film dont on a affiché l'affiche, Onna Kyuketsuki, sorti en 1959. Oui, ce que dit Adrien est très juste dans le sens où il y a peut-être des vampires auparavant, et la question c'est à quel moment ça devient quelque chose qui est intelligible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des vampires, Camilla est traduit avant Dracula, mais lorsque Dracula sort en roman, c'est un succès. C'est un livre que tout le monde va finir par connaître. Il y a effectivement les films de la Hammer qui sont diffusés. Il y a les Japonais qui vont en faire leur version. Il y a la série. C'est une trilogie, si je ne me trompe pas, les Kyuketsuki. C'est une trilogie. Il y a Bloodthirsty en termes de production, en termes de production, et qui est présentée aussi. Ce qui est assez amusant, c'est moi j'ai retrouvé les bandes annonces. C'est des effets spéciaux incroyables et en plus c'est terrifiant et érotique. Et puis il y a des femmes nues et des trucs comme ça. Il y a une orgie, il y a des choses comme ça. Voilà. Oui. Avec ce côté très amusant, en plus, c'est les Japonais qui sont habillés comme à l'époque. Enfin, il y a ce côté, moi je trouve ça assez fascinant dans les années 60 parce que l'image est la même à cause de la caméra. Donc on se retrouve
dans une imagerie au niveau couleur qui ressemble beaucoup à du Hitchcock ou des choses qu'on a l'habitude de voir, sauf que ce sont des Japonais habilités à l'aveugle occidental qui font des films. Voilà, il y a toute une... Il y a à la fois une grammaire ou une image visuelle qui nous renvoie, qui est très, très, très connotée avec les films américains, mais qui traite des choses qui sont très japonaises, et comme tu dis, en reprenant des plans, mais en faisant quelque chose qui soit très particulier. Mais vraiment, c'est cette idée-là que la difficulté dans ce truc-là, c'est qu'on peut identifier un petit peu comme pour les yokai, en disant oui, il y a ces éléments-là, là et là, qui sont des éléments qui évoquent le vampire. Sachant qu'en plus, ça c'est un élément dont on n'a pas trop parlé, mais c'est que ce qui est un vampire n'est pas arrêté. C'est-à-dire, on voit bien quand Anne Rice s'empare de la figure du vampire, elle change un petit peu de choses. Dracula met des choses, mais ensuite il y a plein de gens qui vont avoir leur version. Avant, je suis une légende, tout à fait. Ou prendre The Strain, pour prendre des choses plus récentes encore, où on a une question de parasite et où brusquement le vampire prend une version qui est une version totalement monstrueuse. Ouais. Voilà, chacun va s'emparer de cette forme-là. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont intéressantes à regarder sur les préoccupations de l'époque. Je disais tout à l'heure, dans la société victorienne très corsetée, le côté sensuel du vampire est quelque chose qui fascine, qui scandalise, mais qui est à la base de son attrait. À d'autres moments, on va voir les choses différemment. De la même manière que les aliens, par exemple, c'est aussi quelque chose qui va être très plastique et qui va être utilisé d'une manière différente pour exorciser souvent les inquiétudes sociétales. Durant les années 50 ou 60, c'était la guerre froide. On se bat contre des aliens parce qu'on ne peut pas se battre contre des Russes. Ouais. Donc on a les envahisseurs, ils sont chez nous. Et il y a ça aussi chez le vampire, en fait, qui est cet aspect que finalement, ils sont comme nous, ils sont aussi... N'importe qui pourrait être un vampire, il y a ce côté hyper mystérieux, qui sont parmi nous. Voilà. La différence de beaucoup d'autres créatures surnaturelles, en fait, c'est une créature qui est quand même encore humanoïde. En fait. Et ce qui est intéressant, ce qui fait son gros intérêt, je pense, c'est le fait qu'elle soit extrêmement malléable et qu'elle soit en phase avec la société, c'est que c'est une créature qui a un pied dans deux mondes, c'est un pied dans le monde des morts et un pied dans le monde des vivants, en fait. Et à partir de là, tu peux parler d'énormément de choses. Dans mon bouquin, il y a un truc que j'ai souligné qui me semblait particulièrement intéressant, c'est que dans les années 80, il y a une grosse phase en fait, de médicalisation de la fiction vampirique avec des films comme Les Prédateurs de Tony Scott. Et globalement, en parallèle à ça, quand on regarde ce qui se passe dans la société, c'est l'émergence du sida en fait, en tant que problème sanitaire de masse. En fait. Et je trouve ça pas surprenant en fait, qu'une maladie du sang puisse, par effet d'écho, en fait, se trouver une espèce de matérialisation de ce genre de fiction. Il y a aussi le film Rabid de Rage de... j'ai plus le nom du réalisateur en tête, qui joue aussi beaucoup sur cette idée-là de la métaphore de la maladie sexuelle, transmissible en fait, parce que finalement la morsure peut porter aussi la maladie en fait. En 2018 Non, alors Rabid c'est plus vieux, c'est les années 80 aussi en fait. Non, le film Rage. Rage, c'est Cronenberg en fait. Donc c'est beaucoup plus vieux, je crois que c'est les années 80 en fait. Ok, ouais, parce 70, que là, 70 ou début 80 en fait. Je suis sur un film russe, effectivement, les questions de peut-être c'est des choses, mais et même sur les vampires, tu parles de la figure du vampire, après il y a la figure des victimes du vampire aussi. Oui. Je pense au vampire de Carpenter, et puis ensuite le moment où... toute la fascination qu'il va y avoir pour Van Helsing et puis tous les chasseurs de vampires, c'est-à-dire qu'à un moment, on a aussi une inversion dans laquelle la proie ne se satisfait plus d'être une proie et devient chasseur. Il y a cette inversion, c'est-à-dire que le vampire devient une créature, ça on l'a aussi dans le manga, Helsing est un exemple. Alors après, on a toujours en plus, ça correspond aussi à l'arrivée, ça correspond, il y a aussi cette arrivée de la figure, à partir du moment où on s'intéresse aux chasseurs de vampires, du vampire qui irait vers les chasseurs. Et qui se retournerait contre les siens et qui se battrait comme ça. Donc, voilà, là, on est sur quelque chose qui devient plus complexe. Donc, on a ces chasseurs de vampires qui deviennent très forts et les vampires qui deviennent des proies. On inverse la dimension. Ouais. Ce sont des choses qu'on retrouve un peu partout. Puis voilà, ce vampire renégat qui refuse son état de vampire, qui le vit mal, c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez Anne Rice, hein, le personnage de la jeune fille dont l'on m'échappe brusquement, c'est Clara, Claudia qui est bloquée dans ce corps d'enfant et qui lui en souffre et voilà, il y a une dramatique qui apparaît et qui brusquement remet en question le côté juste séduisant de, en plus, être jeune, vivre jeune et pour toujours.
voilà, être beau. Bon, il y a quelque chose de très attirant. Et heureusement qu'il y a ce personnage-là qui brusquement apporte une forme de dramatique. Et puis le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière, c'est aussi quelque chose qui est assez fascinant. C'est vraiment le mot, c'est dramatique. Verkelen aussi. On y revient, hein, je suis désolée, mais cette volonté de ne pas accepter sa condition et de garder un pied du côté des vivants plutôt que de l'autre côté, du côté des morts. C'est pour ça que dans mon bouquin, ce que je dis, c'est que finalement, Stéphanie Meyer avec Twilight, ce qu'elle fait, elle est dans la continuité d'Anne Rice, qui le disait déjà avec Claudia, même avec le personnage de Louis, en fait, le personnage de celui qui se fait vampiriser au début du roman, qui est toujours décrit comme le vampire le plus humain de tous, qui hésite à tuer pour se nourrir. Enfin, il y a vraiment ce rapport, en fait, aussi à ses instincts, les réfréner, essayer de trouver un palliatif. Garder son humanité. Et le fait de trouver un palliatif, c'est devenu même limite un espèce de trope en soi, parce que même quand on regarde une série comme Buffy contre les vampires, Angel en fait se nourrit de sang, en fait, qui va chercher dans les banques de sang, et ça c'est une idée en fait après qu'on trouve aussi dans certains mangas en fait, quoi. On a ça aussi dans le Clan des Pots. En fait, dans le Clan des Pots, très vite, c'est quelque chose que Moto Hagio explique, hein, que justement, il y a cette question de devenir vampire, mais aussi de ne pas pouvoir, de devoir abandonner tout espoir d'une vie normale. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux ne plus être vampire? Tu es devenu vampire, mais c'est un changement qui est définitif et tu te retrouves complètement à la marge. Et c'est ce qui rend tout l'enjeu de quand Edgar transforme Alan en vampire aussi. Ouais. C'est à la fois quelque chose qui va le sauver lui parce qu'il est tout seul et qu'il a envie d'avoir un ami, mais en même temps, il sait très bien qu'il condamne son ami à une existence qui est hors du temps, hors des autres. C'est pour ça qu'au début, d'ailleurs, c'est dans le Clan des Pots, la famille qui se construit autour d'eux, elle est super importante jusqu'au moment où elle se tend. Et c'est assez marrant de voir comment ils construisent justement ces enfants, cette famille, en prenant justement Edgar et Maribel au début, parce qu'il y a cette sorte d'envie, c'est de créer une cellule familiale, de créer cet espace idéal. Qui leur est refusé de retrouver une forme de normalité, même si elle est juste elle repose sur rien en fait, dans le bouquin. En fait, ils n'ont aucun lien du sang les uns. Enfin, ils ont un lien du sang, mais ils ont le lien des vampires, mais il n'y a pas de lien génétique entre eux en fait. Et puis, quand ça explose, c'est terrible. Et comment est-ce qu'on fait quand brusquement on est seul? Ouais, parce que c'est une vie d'errance et de solitude en fait. Tu traverses le temps, les générations, tu vois les gens auxquels tu t'attaches et auxquels tu finis par t'interdire de t'attacher puisqu'ils finissent par mourir avant toi. Mais quand tu commences à te poser cette question, c'est que tu as aussi déplacé ton regard du regard qu'on a dans Dracula, dans lequel Dracula, c'est le méchant, c'est la créature qu'on ne comprend pas. Parce qu'il ne parle pas aussi. Il ne parle pas, il est là, il est voilà, il est magnétique, il est hypnotisant, mais on ne sait pas. Et ces vampires qu'on va avoir par la suite, qui sont ces vampires qui s'expriment, qui expriment des états d'âme, qui expriment ce que c'est justement de vivre et pas juste les voir comme étant une métaphore d'une prédation sexuelle. C'est ça aussi, cet aspect, je pense que le changement entre le 19e siècle, où on a quand même beaucoup ce côté inquiétant du prédation sexuelle, à la version que va en faire Anne Rice, parce que voilà, ça reste quand même la grande réactivation du vampire de côté littéraire. Voilà, il y a des histoires de vampires sans chasseur, on dit même. Sans chasseur, dans lequel cette question du rapport humain, c'est marrant de parler des rapports humains entre vampires et des vampires avec les autres, vient au cœur de l'histoire. C'est le drame de ce que c'est que d'être un vampire. C'est le drame de la solitude et du fait de se trouver un compagnon, en fait, qu'on voit dans des mangas comme Seinen no Yuki, notamment, en fait, qui est un des premiers mangas des années 90 qui joue sur cette histoire. En plus, il y a l'idée du triangle amoureux, il y a l'idée, en fait, que le vampire ne veut pas transformer son amie humaine qui est amoureuse de lui alors qu'elle est malade, parce que s'il la transforme, en fait, ils vont vivre 1000 ans et il veut pas lui transmettre ce mal-là. Il y a toute cette hésitation, en fait, de conférer l'immortalité pour sauver, mais pourquoi? Mais je veux pas être tout seul. La solitude, c'est vrai que ça revient beaucoup. Je pense aussi à un yaoi qui s'appelle RH+, qui joue aussi beaucoup là-dessus, où il y a 4 personnages, en fait, qui vivent ensemble en coloc, en fait. Donc il y a un vampire un peu plus âgé, des vampires un peu plus jeunes, et on a vraiment l'impression, en fait, du besoin du vivre ensemble, qui va beaucoup plus loin dans des mangas plus récents, comme dans Dance in the Vampire Bund, où là, les vampires essaient carrément de se créer une espèce de société, en fait, idéale, qui veut communiquer, en fait, avec le monde des humains, en fait.
On nous dit dans le chat, Mac Meko qui fait dans Helsing aussi, quand Alucard propose le choix à Victoria. Et c'est étonnant tout ce qu'on se dit, cette idée de maladie du sang à la lumière du sida, l'époque de l'homosexualité, etc. Elle n'a pas trop le choix, je crois, Victoria Serras, en fait, face à Alucard, parce que je crois qu'à ce moment-là, en fait, il lui dit, je te tire une balle dans le cœur, tu vas mourir. Donc, soit tu vis Oui, en tant que vampire, soit tu es morte, en fait. C'est vrai que présenté comme ça, effectivement. Alors, pour rapidement donner quelques exemples, parce que j'ai donné un max de médias à la régie, et il faut honorer ça. On parlait notamment du manga Vampire d'Osamu Tezuka, qui a été publié de 1966 à 1967. On a aussi Don Dracula, sorti en 1979. Alors c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Ouais, alors celui-là est drôle pour le coup. Parce que Vampire, en fait, c'est 66, tu dis. Ouais. C'est une série qui est, je crois, elle n'est pas terminée, ou alors, voilà, il interrompt, il y a 3 tomes. Et en fait, c'est le moment où, donc vous savez que Tezuka, il a son star system, c'est-à-dire il a des personnages qui ont tous un rôle bien déterminé. Il avait même fait, on avait trouvé, il y a une page sur laquelle il met en plus leur cachet et les rôles pour lesquels ils sont faits comme si c'était vraiment des acteurs. Donc il y a ceux qui sont 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Et en fait, le personnage principal de Vampire, c'est le personnage de Rock Holmes, qui jusque-là était une sorte de jeune homme intrépide, un peu à la Indiana Jones, et qui là va basculer dans l'ambiguïté. C'est un personnage... Bad guy, ouais, voilà, il devient un personnage qui est capable de se laisser séduire par le côté obscur. Et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de Vampire, sachant que en fait, ça a Vampire que de titres, en fait, puisque en gros, c'est plus des lycanthropes, il y a cette idée de choses, et voilà, de métamorphes, et cette question de l'animalité, de la manière dont se positionne notre société humaine par rapport à tout ça. Donc il y a tous ces questionnements-là, qui sont les questionnements, enfin le Vampire, c'est beaucoup la question de l'autre, hein, la question de l'altérité, elle est très au cœur, et donc on a ça, c'est vrai, Vampire est là-dedans, alors que Don Dracula, on prend Dracula qui est à Tokyo aujourd'hui, et qui doit gérer une société à laquelle il comprend absolument rien. Avec sa fille chocolat. Voilà. Donc on est sur un côté qui est beaucoup plus, qui est complètement humoristique. Mais ça se voit même dans le dessin, c'est grotesque. Il y a tout ce délire aussi où Van Helsing est toujours assez trousse en fait dans Don Dracula, mais Van Helsing est pris d'énormes crises d'hémorroïdes aussi régulièrement. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur le burlesque. Ça n'a pas du tout pas le sérieux, mais il y a plein de choses que je trouve intéressantes aussi dans Vampire. Il y a cette idée en fait que Tezuka se met lui-même en scène en tant que dessinateur et que finalement le jeune vampire qui est aussi le fil rouge de l'histoire se fait embaucher au studio Mushi au début de l'histoire en fait. Donc il y a ce jeu aussi sur la mise en scène de soi-même, la réalité, la fiction, le fait d'écrire une histoire en fait qui est aussi assez intéressante dans Vampire, qui à la base de mémoire avant le manga, il a une espèce d'objet filmique un peu expérimental en fait derrière aussi qu'il avait essayé Tezuka en fait. J'ai plus souvenir de ça. Ils en parlent dans sa bio en fait, justement qu'il avait un projet. J'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais il y a un projet filmique un peu psychédélique en fait, qui est une des matrices, une des bases de son Vampire quoi. Mais pas terminé. Ouais. Mais ce que tu dis sur la mise en scène, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi avec le prétexte qu'est le roman épistolaire, comme les Dracula, qui est de dire, voilà, je vous donne les lettres, je vous écris pour vous témoigner d'une chose, ou alors il y a beaucoup de romans dans lesquels, voilà, machin, j'ai croisé quelqu'un qui m'a raconté ce truc, ou je suis le secrétaire. Il y a beaucoup, c'est un dispositif qui est beaucoup mis en scène dans la littérature victorienne, hein, de dire, voilà, je vous raconte une histoire qui est fantastique, mais je vous la raconte parce que j'ai trouvé le journal de machin, ou parce que le manuscrit perdu à Saragosse, voilà, il y a énormément de trucs comme ça. Ou bien une personne qui est venue et qui m'a confié ces choses, je retranscris aujourd'hui aussi bien que... Voilà, il y a cet aspect-là de dire c'est vrai, et je vous le raconte et je trouve un truc. Donc pour vous le raconter, pour vous dire que c'est une histoire vraie, le fait que effectivement Tezuka se mette en scène avec cet assistant qui vient et qui se révèle être un vampire, elle s'inscrit totalement dans cette tradition-là. Sans forcément que Tezuka ait eu connaissance de ça. Hein. Oui. Parfois, il y a des choses qui reviennent, mais on sent qu'il y a cette envie-là. Après, Tezuka avait l'habitude de se mettre en scène. Si vous lisez Jungle Tate, donc Le Roi Léo, il y a pas mal de moments où il y a Tezuka qui arrive, qui explique voilà où on en est, voilà ce qui se passe. Donc on est aussi, c'est quelque chose qu'il a développé, mais c'est intéressant de voir que justement là-dessus, on a
cette recherche de dire c'est du vrai. Ouais. Sur cette figure-là, Ça fait un peu comme avant les films inspirés de faits réels. Voilà. Ça fait tout de suite un vrai ou pas vrai, ça fait tout de suite quelque chose. Il y a un petit côté mise en abîme. On se dit que le personnage lui-même, plus tard, après l'histoire, a pu avoir envie de la raconter, en fait, forcément. Donc on retrouve cette idée du manuscrit perdu, en fait, quelque part. On a aussi Helsing. On a, là, tu peux passer à la régie, Rosario and Vampire, Vampire Night. Vampire Night, je trouve que c'est une série qui est importante et intéressante. Génial. C'est déjà l'image même du shoujo vampirique. On retrouve le triangle amoureux entre les 3 protagonistes principaux. Il y a cette idée aussi de l'acceptation de l'autre, parce que l'idée de Vampire Night, c'est des humains et des vampires qui cohabitent en fait dans une même école, en fait. Ouais. Et, il y en a qui ont classe la nuit, d'autres le jour. Il y a des choses assez fines en fait dans cette histoire. J'avais beaucoup aimé en fait. Il y a aussi juste, si je peux me permettre, je trouve intéressant cette histoire quand il y a ces idées d'avoir des cours le jour, le cours la nuit, parce qu'en fait, on se rend compte que dans un certain nombre de productions, il y a cette volonté d'avoir une approche qui est totalement rationnelle et de se dire, de ne pas prendre le vampire comme étant une anomalie unique, comme peut l'être Dracula, mais de s'imaginer qu'il y a une vraie communauté vampire et d'essayer d'imaginer comment elle cohabite, comment elle vit, comment elle fonctionne. Et quand on parle d'Helsing, quand on parle il y a toute cette idée de voilà, comment on fait en sorte comment ça marche, et comment ça marche d'un côté très bassement pratique. Voilà, ok, on a une école, mais on va avoir des vampires, ils ont cours la nuit, les autres, ils ont cours le jour, c'est très bien, c'est même salle. Il y a un truc facile. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, le manga Dance in the Vampire Band décrit carrément la société des vampires qui se structure, qui fait son coming out, comme on l'a eu aussi en série télé avec True Blood il y a quelques années, et qui cherche en fait à s'imposer sur l'échiquier politique mondial en s'imposant en tant que pays, en fait, quoi. Donc ça, c'est aussi, en effet, c'est très intéressant. On est passé du vampire solitaire au vampire qui cherche autrui pour ne pas être seul, à des vampires qui ont carrément fondé leur société, en fait. Et je trouve ça assez... j'ai comme ça, alors sans faire d'analyse, j'ai quand même l'impression c'est un travers ou quelque chose qu'on retrouve plus dans le manga que dans d'autres productions. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas lié aussi à la manière dont les Japonais ont besoin d'avoir ce contexte, d'expliquer aussi comment fonctionne la société autour. Enfin, ils ont une manière d'aborder aussi les choses qui va être plus dans trouver une place et comprendre comment tout fonctionne. Il y a beaucoup de choses sur les... ils aiment beaucoup les dystopies, je pense à Ikigami Préavis de mort ou des choses comme ça, ou Battle Royale, dans lesquelles il y a cette fascination pour la société qui dysfonctionne, qui est aussi liée au traumatisme du terrorisme qui était réactivé par les attentats au sarin de la secte Aoum en 1995. Et il y a cette idée d'organiser une société, d'imaginer les choses jusqu'au bout. Je trouve que c'est quelque chose que moi je retrouve dans pas mal de créations japonaises, et ça me surprend pas que quand ils prennent les vampires, ils imaginent le même genre de choses, de se dire comment ça fonctionne d'un point de vue quotidien. Hyper pratique. Où est-ce qu'il va faire ses courses, où est-ce qu'il a un supermarché, et des choses aussi banales, mais qui sont importantes parce que ça fait partie de leur manière d'aborder la fiction. Après, tu le trouves quand même dans la fiction occidentale, parce que je pense notamment au film des Breakers des frères Spierig. En fait, le gros intérêt du film, c'est de te montrer les vampires ont pris le dessus, c'est eux qui sont le peuple dominant, donc ils se déplacent la journée dans des voitures avec des fenêtres avec de vitres sans teint. Tout est équipé chez eux. Enfin, je veux dire, l'histoire du film n'est pas forcément très intéressante, mais justement toute cette idée de la société des vampires qui a pris le dessus est relativement intéressante à montrer. Et même dans la fiction de manière globale, à partir des années 80, la fantaisie urbaine, c'est aussi l'un de ses axes, c'est de penser les créatures surnaturelles non plus comme des créatures des paysans, les créatures de la campagne, mais des créatures de la ville. Donc, pour survivre en ville face à l'humain, en fait, qui s'est extrêmement développé, le seul choix, en fait, la créature, elle ne peut plus rester seule. Elle est obligée de se rapprocher des autres créatures et de fonder des sociétés, quoi. Donc, ça existe aussi pour moi, dans le modèle occidental, mais c'est vrai que c'est un peu différent, en fait, et que c'est de manière beaucoup plus récurrente. En fait, on parle politique, en fait, beaucoup dans les mangas sur le sujet. En fait, on en parle dans Vampire Night, en fait, beaucoup sur justement toute la gestion politique, justement, des familles de vampires qui sont derrière, cette organisation de cohabitation, qui manipule presque dans l'ombre derrière. En fait, on le voit aussi toutes ces implications politiques. On le voit aussi dans un manga comme Devil's Line,
qui est un peu plus récent. On le voit aussi dans un manga que j'aimais beaucoup en fait et qui a pas été terminé traduit parce que je crois qu'à l'époque c'était le groupe Tournon en fait qui éditait ça, donc qui a coulé dans les années 90, qui s'appelait Bloodsuckers, qui était un manga super intéressant en fait parce que il y a un vieux vampire qui est ressuscité. Alors il y a plein de clins d'œil justement encore au shintoïsme, et ce vampire là dans l'ombre en fait crée une secte, Madora, je crois en fait. Et globalement, il y a ce parallèle entre justement la secte et les vampires. D'autant qu'à l'époque où c'est sorti, en effet, il y avait, je pense, le spectre d'Aoum était vraiment encore plus prégnant en fait, quoi. Donc je pense en effet qu'il y a quand même à chaque fois, comme à chaque fois qu'on s'intéresse à la figure du vampire, il y a des effets de résonance avec ce qui se passe dans le réel, quoi. Alors, j'ai une question, on en a déjà évoqué le sens, mais j'ai pris des exemples de films occidentaux. Les maîtresses de Dracula, Dracula et les femmes. Il y a même Dracula, vampire sexuel, cité par Nanarland comme un top titre. Est-ce que forcément, du coup, le vampirisme, c'est gothique, c'est érotique, c'est romantique et est-ce que finalement, ça contraste pas parfaitement avec cette idée d'une femme japonaise ingénue, pure, vraiment une noix blanche qui ignore tout de la sexualité, du corps, etc. Est-ce que finalement, ce mythe, cette histoire, cette légende du vampirisme, elle n'était pas parfaite pour une réappropriation à travers des productions artistiques japonaises ? Alors tout de suite, moi, l'image qui me vient quand tu me parles de ça, c'est Maruo avec alors ça a été traduit par vampire, en japonais c'est Wara Yukatsuki, c'est le vampire qui rit, qui est en fait un mash-up entre l'homme qui rit, qui est le livre de Victor Hugo qui a été adapté au cinéma, et Maruo est un grand fan du cinéma expressionniste allemand du début du XXe siècle, avec la figure du vampire. Donc on a cette chose-là. Et on est dans le eroguro, donc eroguro, c'est érotique, grotesque, gore, quoi. nonsense, qu'il faut rajouter parce qu'on ça zappe toujours dans l'abréviation. Mais donc on a ce mélange souvent de choses qui cherchent pas forcément à faire du sens. D'ailleurs, Edgar Allan Poe, ses romans policiers sont des romans policiers très fantastiques dans lesquels il y a toujours une part de choses. Voilà, on est du côté voilà, ce sont des choses qui sont vraiment. Il y a toujours une partie un petit peu bizarre. C'est un peu du Arsène Lupin, mais en version démultipliée. C'est-à-dire, c'est Arsène Lupin pour le côté parfois un peu bizarre et les trucs cachés, les mécanismes compliqués et les armoires qui tournent et les trucs derrière, mais avec en plus un truc de folie de personnes qui veulent créer des sosies ou faire de la sculpture avec leurs victimes et des choses comme ça. Donc il y a quelque chose de très très grandiloquent chez Rambo, qui est le chef de file du eroguro au Japon. Et chez Maruo, il y a effectivement cette idée-là. Mais je dirais, Maruo en fait ça parce que le vampire est plastique. Donc il prend le vampire, il y a ce truc-là. Et dans le vampire, le vampire qui rit, il y a toute cette imagerie où reprend la plaie qui ressemble à un vagin, à une vulve, avec le sang qui coule, le truc. Il y a quelque chose de terriblement sensuel que revisite Maruo en plus avec son imagerie qui est très années 50, voire propagande des années 30 japonaises. Donc il y a tout. Voilà. Il décide de prendre ça, il va s'en emparer de la même manière qu'il s'emparera ensuite du Frix de Browning pour faire son histoire. Voilà. C'est quelque chose qui est très malléable et tu peux en faire ce que tu veux. Alors certains vont le prendre, Maruo le prend pour l'imagerie et pour une imagerie qui est très années 30 avec du Nosferatu aussi, parce qu'il y a quelque chose. Il y a une chose très très différente entre le Nosferatu de Murnau qui est quand même très terrifiant et les films de la Hammer ensuite où au contraire Christopher Lee il est bien gominé et puis finalement il est plutôt bel homme. Donc tu n'es pas du tout sur les mêmes versions et Murnau quand il explose, c'est pas le même genre de thème qu'on fait. C'est pas la même chose. Hein, non, je pense que chez Maruo, en fait, il y a aussi beaucoup l'influence, notamment du Dracula de 1931, celui avec Browning, parce que je pense notamment dans une de ses premières œuvres, qui est plus ou moins des récits d'enfance, en fait, qui sont une espèce de collage. On voit à un moment le visage de Bela Lugosi, en fait, en surimpression, et avant même Vampire, en fait. Qui est une œuvre qui est vraiment intéressante, mais qui est extrêmement dérangeante, où il y a plein d'allusions un peu. Vraiment, ouais, c'est vraiment très dérangeant mais c'est une des œuvres les plus fascinantes en fait que j'ai pu lire en fait dans le manga en fait qui convoque la figure du vampire. C'est pas le démon au teint de rose, je crois, ou un truc comme ça, le titre du recueil, c'est ça. Et
Voilà, oui, effectivement, mais c'est très dérangeant de toute façon, Marot, et les choses du début. Ensuite, ce qu'il produit maintenant est beaucoup plus policé, beaucoup plus lisse, c'est très beau factuellement, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'essoufflement d'un côté très viscéral qu'il y avait au début, et qui rend justement ces œuvres-là assez passionnantes, extrêmement dérangeantes. Hein. Je déconseille de les lire dans le métro, c'est très... expérience faite, et très honnêtement, t'as peur que quelqu'un lise par-dessus ton épaule, ouais, je connais ça. Ouais. C'est un grand moment de solitude de se dire, peut-être le lire plus tard. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai cherché les assets de cette émission dans le train. Voilà, quelqu'un a vu mon écran à un moment où je parlais de vampire, Dracula, vampire sexuel. Bref. Tu sais, ça m'est déjà arrivé dans le train. En fait, j'ai tendance à vouloir voir et lire tous les trucs qui sont sortis sur le sujet. Donc, voir le Vampiros Lesbos de Jess Franco dans le train, alors que t'as une famille juste derrière, en fait, et que les gamins arrêtent pas de se lever. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? La dame, elle est nue. C'est mon quotidien, en fait. J'ai des techniques d'évitement assez rapides pour ça, en fait. Écoute, il y a un endroit où tu pourras laisser libre cours à tes recherches sans qu'on ne vienne t'importuner, et pourtant il s'agit d'une chapelle, comme quoi. Hein. C'est la nocturne de samedi, donc 150 personnes, je tiens à en parler parce que c'est un superbe concours qui a lieu sur Instagram, l'Instagram donc du festival d'Angoulême. 150 personnes gagnantes qui auront accès du coup à une visite nocturne de la chapelle avec une arrivée en calèche. Si ça, c'est pas stylé, je sais pas ce que c'est. Ils seront tous maquillés, déguisés en vampires, avec un petit cocktail vampire fait sur mesure. C'est la seule expo nocturne du festival, donc autant vous dire que c'est plutôt stylé. Je crois même que toi, tu voulais faire l'expo. Voilà, je remets un petit coup de couteau dans la plaie, je verse du citron dessus, et bien sache qu'il y a 150 personnes qui vivront ça pour toi. De la meilleure des façons possibles. Alors pourquoi, c'est quoi cette expo? Parlons-en tout de suite. C'est une expo événementielle qui est largement mise en avant, notamment sur le site d'Angoulême, mais aussi par l'éditeur Kiun. C'est l'expo justement qui est dédiée à l'œuvre de Sakamoto. Donc DRCL, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette série. En résumé, ça se passe à la fin du 19e siècle. On a un vaisseau russe qui débarque avec des caisses un peu bizarres remplies d'une terre qui pue, clairement horrible, et personne ne se doute qu'elle pue pour une bonne raison. Il y a une traversée des océans qui se révèle cauchemardesque pour l'équipage, des disparitions, des morts, ça s'enchaîne. On parle d'un fantôme, ça y est, on arrive dans l'introduction d'une créature, d'un monstre, et quand le bateau parvient enfin à destination, donc en Angleterre, eh bien, bon, on va dire qu'il n'est pas dans le meilleur des états. La police, du coup, commence à enquêter, se lance à la recherche de survivants, et elle tombe sur une énorme créature mi-homme, mi-loup qui disparaît comme par magie. Voilà, je ne vous en dis pas plus, j'en ai déjà bien assez dit. Allez découvrir cette œuvre, Midnight Children DRCL par Shinichi Sakamoto. Et puis, n'hésitez pas à participer, puisque vous avez jusqu'à demain, heure où le tirage, je pense, dans la journée aura lieu pour déterminer quels seront les 150 gagnants qui auront la chance de participer à cette visite nocturne. C'est déjà la fin de cette émission. Je sais que vous êtes des vampires, vous avez besoin de rentrer chez vous pour aller vous sustenter. Merci d'avoir été à mes côtés. C'est passé très vite, mais en même temps, vous êtes passionnants, vous êtes des puissances, et ça fait plaisir. Adrien Parti, je le rappelle, auteur de l'ouvrage Vampirologie que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Alors malheureusement... Sold out. Succès. Oui, en fait j'ai eu un prix et j'ai eu le Grand Prix de l'Imaginaire pour ce bouquin, et donc le livre n'est plus disponible pour le moment en fait, mais il y a une réédition poche en fait qui est prévue au deuxième semestre 2024 chez Nouvelles Éditions ActuSF. Magnifique. Donc on est content puisque une nouvelle réédition veut dire je vais mettre à jour la partie manga pour parler du DRCL de Sakamoto, parce que la lecture de ce bouquin-là m'a fait cogiter en fait et m'a donné matière à. Mais après le livre est sorti il y a 2-3 ans, donc je suis obligé en fait de mettre à jour, et le manga c'est pas le pire en fait. Quand je vois surtout ce qui est sorti au cinéma en quelques années, en fait je me fais plus de soucis pour updater la partie ciné que pour updater la partie manga. Oui, mais là tu viens de spoiler ce que veut dire DRCL. Bon, je crois qu'on s'était un peu non.
Même moi, je l'avais. Hein. Donc bon. Du coup, pour ta part, on te retrouve, puisque tu es commissaire d'exposition, ou alors je me trompe? Non, toujours. Non. Sur l'exposition Au-delà des gens de Moto Hagio au festival. Et ça se passe au musée d'Angoulême. C'est au musée d'Angoulême et sera tout visible jusqu'au 17 mars parce que ça fait partie des rares expositions qui existent au-delà du festival. C'est le cas l'année dernière. Chaque fois, on a cette chance-là. C'est pour ça qu'on est très content d'être au musée d'Angoulême. Génial. Parce que ça permet d'avoir des expositions qui durent pendant 6 semaines. Et si vous pouvez venir le voir durant le festival, c'est super parce que il y a tout un tas de trucs autour. Si vous voulez le voir en dehors du festival, c'est super parce que vous pouvez avoir l'exposition généralement à peu près pour vous tout seul et ça permet de profiter vraiment de la beauté de tout ce qu'il y a, de pouvoir prendre le temps sans être pressé par un groupe scolaire qui arrive derrière ou quelqu'un. Tu seras tout le temps présent? Ah non, moi je rentre ensuite chez moi aussi parce que je suis un vampire, il faut que j'aille retrouver mon cercueil. Effectivement. Mais non, moi je suis là jusqu'à dimanche. Mais après, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a travaillé aussi avec les gens du musée pour les aspects de médiation. Donc, on a pas mal discuté. Ils sont tout à fait capables aussi d'introduire l'exposition. Si on a bien fait notre boulot aussi, elle est compréhensible sans avoir quelqu'un à côté. Et puis, si jamais vous voulez prolonger l'expérience, il y a le catalogue qui est en vente actuellement, dans lequel on a tout ce qu'il y a dans l'exposition et un petit peu plus, puisqu'en fait, on a la reproduction de toutes les planches. Mais au niveau du texte, on a un éditorial qui est un petit peu plus long parce que c'est plus gérable dans un livre. Dans une exposition, on est obligé d'avoir une certaine concision. Alors, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils attendaient justement la fin du festival pour profiter pleinement et dans le plus grand des calmes de cette exposition. Cependant, je ne peux que vous recommander de venir tant que tu es là, puisque j'avais eu l'occasion de le faire l'année dernière sur l'exposition dont tu étais le commissaire. Et je me souviens des groupes de personnes, parce qu'on était en live Twitch, et les groupes de personnes qui nous suivaient pour bénéficier de toute cette connaissance. Aucun catalogue ne peut remplacer ça, sachez-le. Deuxième semestre du coup, 2024, réédition avec une grosse mise à jour de Vampirologie chez ActuSF. Et puis jusqu'au 17 mars, cette exposition exceptionnelle que vous retrouverez au musée d'Angoulême. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour parler de vampires. On a appris plein de choses. Et merci dans le chat parce que, alors là, on avait des gens, c'était des super cracks, des super connaisseurs. Ça a parlé de films, de romans, de jeux vidéo, de plein de choses. Il y a quelqu'un qui nous disait quand même qu'elle avait un peu le choix dans Van Helsing. On a, dans Helsing, voilà, elle avait visiblement le choix, c'était une proposition. Bon, il y a un débat. Merci la technique et la régie, vous avez été des cracks parce que je leur ai mis 1 milliard de médias. Ils ont retrouvé l'ordre, les bonnes images, etc. On se retrouve dès demain. N'oubliez pas, la chaîne Twitch du Festival d'Angoulême est live tout le temps puisqu'il s'y passe tout le temps des choses. Il y a la scène manga juste derrière nous et il y a des conférences, des rencontres. Et puis nous, on se retrouve dès 10h30, il me semble. Mais soyez là un petit peu avant, peut-être 10h, puisque je lancerai un pré-show. Et eh bien, on se retrouvera en émission avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques. D'ici là, prenez soin de vous. On a un cercueil à aller sortir du hall. Merci messieurs et bonne soirée.